Salut à tous. Écoutez-moi très attentivement car la réalité dans laquelle vous pensiez vivre hier n'existe plus aujourd'hui. Les plaques tectoniques de la géopolitique viennent de se déplacer d'une manière dont nous parlerons pour le reste de notre vie. Ce qui s'est déroulé au cours des dernières heures n'est pas une simple escalade. Ce n'est pas un accrochage frontalier. Et ce n'est pas un échange de tirs réciproques destinés à sauver la face. C'est une rupture fondamentale de l'architecture mondiale de la dissuasion. Un missile balistique. Depuis des décennies, tout l'appareil sécuritaire du Moyen-Orient, soutenu par toute la puissance de l'armée des États-Unis, a été conçu précisément pour empêcher ce scénario. Les règles non écrites de l'engagement, les lignes rouges tracées dans le sable, les guerres par procuration menées dans l'ombre, tout cela avait été élaboré pour préserver le territoire de ces deux adversaires, acharnés d'une dévastation directe, indéniable, d'État à État. Cette époque est terminée. Elle est morte au moment où le missile Fatah 2 a quitté sa rampe de lancement. Si vous regardez les grands médias en ce moment, on vous sert probablement une version aseptisée, soigneusement encadrée des événements. On vous dit de rester calme, que les canaux diplomatiques sont ouverts, que l'endiguement est encore possible. Je suis là pour arracher cette illusion. Après une vie entière passée à analyser le renseignement militaire, à observer la prolifération des armes et à simuler exactement le scénario cauchemardesque qui se déroule en ce moment. Je vous le dis. Les gens du Pentagone, de la Kyria à Tel Aviv et des bunkers souterrains de Téhéran ne sont pas calmes. Ils fixent un échiquier sur lequel quelqu'un vient de renverser la table. Nous sommes au bord d'une guerre régionale qui a le potentiel immédiat d'entraîner les plus grandes superpuissances militaires de la planète. Et vous devez comprendre exactement comment nous en sommes arrivés là et ce qui est sur le point de se produire ensuite. C'était pas un acte impulsif de rage, c'était une opération militaire froide, calculée et terriblement précise. Depuis des années, les décideurs occidentaux fonctionnent dans une illusion dangereuse. Ils se sont convaincus que l'Iran était un maître de la guerre asymétrique, mais fondamentalement terrifiés par une confrontation conventionnelle directe. Ils ont supposé que de lourdes sanctions, l'isolement diplomatique et des sabotages clandestins occasionnels suffiraient à enfermer durablement Téhéran. Ils croyaient que la dissuasion était absolue, mais l'arrogance est l'ennemi de l'intelligence. Pendant que l'Occident se félicitait de sa stratégie d'endiguement, l'Iran bâtissait en silence, méthodiquement, l'une des forces de missiles les plus redoutables et les plus spécialisées de la planète. Il savait qu'il ne pourrait jamais gagner un combat aérien contre des F-35 de fabrication américaine. Il savait qu'il ne pourrait pas déployer une marine capable de rivaliser avec un groupe aéronaval américain. Alors, ils ont changé les règles du jeu. Ils ont tout investi dans des capacités balistiques hypersoniques de précision, à propergol solide. Et Jérusalem vient de devenir le terrain d'essai de cet investissement meurtrier. Parlons de l'arme elle-même, car comprendre le matériel est la seule manière de comprendre la véritable terreur de ce moment. Le missile qui a frappé Jérusalem, largement identifié comme le Fatah 2, est une merveille d'ingénierie destructrice à 2 étages, à propergol solide. Dans le monde clinique de l'analyse militaire, ces termes veulent dire quelque chose de très précis et de très mortel. À propergol solide signifie qu'il n'y a presque aucun temps d'alerte. Les missiles plus anciens, à carburant liquide, exigent une énorme logistique. Il faut les sortir, les redresser, puis les remplir pendant des heures avec des carburants volatiles, un processus que les constellations de satellites et les radars d'alerte avancés détectent facilement, ce qui laisse à la cible largement le temps de faire décoller ses avions, d'alerter la population et de préparer ses intercepteurs. Les missiles à propergol solide sont prêts à tuer à tout moment. Ils sont tirés depuis des lanceurs mobiles cachés dans des complexes montagneux souterrains, totalement invisibles pour les satellites occidentaux jusqu'au moment où les moteurs s'allument. Au moment où le lancement est détecté, le compte à rebours a déjà commencé et il ne vous reste que quelques minutes, mais la propulsion n'est que la moitié du cauchemar. Le Fatah 2 est un véhicule planant hypersonique. Il ne suit pas un arc parabolique prévisible, comme une pierre lancée, ce qui est la base sur laquelle les systèmes antimissiles traditionnels calculent leurs interceptions.
Une fois qu'il rentre dans l'atmosphère à des vitesses supérieures à Mach 5, il manœuvre, il pique, il remonte et il modifie sa trajectoire en temps réel, échappant de fait aux écrans de défense, même conçus pour l'arrêter. L'architecture multicouche de défense aérienne d'Israël, le dôme de fer, la fronde de David, les systèmes Arrow est sans doute la meilleure au monde. Elle a été construite pour abattre les attaques entrantes avec un succès stupéfiant. Mais elle a surtout été pensée pour les menaces de la dernière décennie, pas pour les menaces hypersoniques manœuvrantes de demain. Le fait qu'un missile ait contourné ses défenses et frappé le cœur symbolique et politique d'Israël prouve que la doctrine stratégique iranienne a atteint son objectif ultime. Ils peuvent frapper l'espace aérien, le plus étroitement protégé de la planète, et rien ne garantit de manière absolue qu'on puisse les arrêter. Pour comprendre pourquoi Téhéran a décidé d'appuyer sur la gâchette et de franchir le Rubicon, il faut enlever l'émotion et regarder le champ de bataille à travers les yeux du haut commandement iranien. Au cours de l'année écoulée, l'Iran a vu son principal outil de dissuasion stratégique, ce qu'on appelle le cercle de feu autour d'Israël, être méthodiquement démantelé. Le Hezbollah, joyau de leur réseau de forces supplétives, a subi des frappes de décapitation catastrophiques. Une direction qui avait survécu à des décennies de guerre clandestine a été éliminée en quelques jours, affaiblissant gravement le commandement et le contrôle de l'organisation. Le Hamas a été broyé dans une guerre urbaine implacable et brutale à Gaza. Les milices alignées sur l'Iran en Syrie et en Irak ont été soumises à des frappes aériennes constantes et dévastatrices. Du point de vue de Téhéran, la zone tampon avait disparu. Les armées supplétives qu'ils avaient mis des milliards de dollars et des décennies d'efforts à construire, précisément pour maintenir les combats loin des frontières iraniennes, étaient en train de brûler. Les dirigeants iraniens ont compris une vérité terrifiante. S'ils laissaient leurs boucliers de forces supplétives être totalement détruits sans riposte massive, ils signaleraient une faiblesse terminale. Ils inviteraient à une attaque directe contre leurs installations nucléaires et leur territoire souverain. Ils ont calculé qu'attendre était plus dangereux qu'agir. Ils ont choisi d'agir avec l'atout suprême dont ils disposaient. À présent, le pendule bascule vers Israël et c'est là que la situation passe d'une crise régionale à une catastrophe mondiale potentielle. Israël n'est pas un pays qui encaisse un coup direct sur sa capitale et répond par une protestation diplomatique mesurée. L'État d'Israël a été fondé sur l'impératif absolu de survie, codifié dans une doctrine militaire qui ne laisse aucune place aux menaces existentielles. La doctrine Begin, du nom du Premier ministre, qui a ordonné la destruction préventive du réacteur nucléaire irakien en 1981, affirme clairement qu'Israël ne permettra jamais à un ennemi engagé dans sa destruction de posséder les moyens de la réaliser. Un missile balistique hypersonique frappant Jérusalem depuis un acteur étatique souverain active les éléments les plus sévères et les plus inflexibles de cette doctrine. Le cabinet de guerre israélien ne débat pas pour savoir s'il faut riposter. Cette décision était prise avant même que la poussière ne retombe sur Jérusalem. Ils débattent de l'ampleur de la dévastation qu'ils s'apprêtent à déchaîner. Les options sur la table à Tel Aviv, en ce moment, sont sombres. À l'extrémité la plus mesurée du spectre, Israël pourrait mener une vague massive et punitive de frappes aériennes contre les bases de missiles, les infrastructures de lancement et les centres de commandement et de contrôle associés au programme Fatah à l'intérieur de l'Iran. Ce serait une réponse du tac au tac suffisamment lourde pour restaurer la dissuasion, mais peut être pensée pour éviter une guerre apocalyptique totale. Mais compte tenu du caractère sans précédent d'une frappe sur Jérusalem, la retenue est sans doute le dernier mot qui résonne dans les couloirs du ministère israélien de la Défense. La pression pour aller plus loin, pour utiliser cet instant terrible comme justification afin de paralyser durablement l'Iran, est immense. Cela fait entrer en jeu les véritables scénarios cauchemardesques, un assaut coordonné et massif contre les installations iraniennes d'enrichissement nucléaire, profondément enfouies sous les montagnes, ou un coup dévastateur porté aux infrastructures pétrolières et gazières de l'Iran, la source vitale absolue de son économie. Frapper ces cibles reviendrait essentiellement à déclarer une guerre totale, garantissant une vague de représailles iraniennes qui ferait passer cette première frappe de missile pour un tir d'avertissement et, au-dessus de toute cette poudrière plane, l'armée des États-Unis.
Le repositionnement des groupes aéronavals américains dans la région n'est pas une posture défensive. C'est le déploiement d'une puissance de feu apocalyptique, stationnée juste au-delà de l'horizon, prête à être déchaînée. Les États-Unis sont pris dans un piège mortel qu'ils ont eux-mêmes contribué à fabriquer. Des décennies de politique étrangère fluctuante, la rupture de l'accord nucléaire et l'échec à établir un cadre de stabilité viable pour le Moyen-Orient ont conduit directement à cette impasse. Washington est sans aucun doute en train d'activer fébrilement les canaux officieux, suppliant Israël de calibrer sa réponse afin d'éviter un embrasement régional qui contraindrait les États-Unis à une guerre directe contre l'Iran, car une guerre contre l'Iran ne serait pas une tempête du désert. Ce ne serait pas une invasion de l'Irak. L'Iran est un pays immense et montagneux de près de 90 millions d'habitants, doté d'une armée profondément enracinée, de vastes capacités asymétriques et du pouvoir de fermer le détroit d'Ormuz, étranglant ainsi l'approvisionnement énergétique mondial et faisant s'effondrer l'économie mondiale du jour au lendemain. Le Pentagone le sait, les plans d'une guerre contre l'Iran dorment dans des coffres depuis des années et ils sont universellement considérés comme effroyables. Mais l'échiquier s'étend encore plus loin, jusque dans les couloirs obscurs de Moscou et les vastes ministères économiques de Pékin. Nous vivons à une époque de compétition entre grandes puissances et une guerre massive au Moyen-Orient est le joker ultime. La Russie observe cela avec un intérêt froid et calculé. Bien que Moscou entretienne des relations complexes à la fois avec Israël et avec l'Iran, un conflit massif qui entraîne l'armée des États-Unis dans les sables du Moyen-Orient est exactement ce que Vladimir Poutine souhaite. Chaque bombe américaine larguée sur des forces supplétives iraniennes, chaque moyen de renseignement détourné vers le golfe Persique, chaque milliard de dollars dépensés en intercepteurs est une ressource définitivement soustraite à l'Ukraine. La Russie fournit activement à l'Iran des technologies avancées, des capacités cyber et des systèmes de guerre électronique. Si ce conflit s'emballe, attendez-vous à ce que Moscou veille discrètement à ce que Téhéran dispose du renseignement satellitaire et du soutien technologique nécessaire pour épuiser l'Occident, tout en gardant officiellement les mains propres. La Chine, de son côté, fait face à un calcul entièrement différent. Pékin a passé la dernière décennie à étendre agressivement son influence au Moyen-Orient, le considérant comme l'artère énergétique vitale de sa gigantesque économie et comme un nœud crucial des nouvelles routes de la soie. La Chine achète une part massive du pétrole iranien sous sanction et investit lourdement dans la stabilité du Golfe. Une guerre totale qui viserait les infrastructures pétrolières ou fermerait les voies maritimes constituerait une menace directe pour la sécurité nationale chinoise et pour sa survie économique. Pékin utilisera tout le poids de sa diplomatie et de son économie pour pousser toutes les parties à reculer du bord du gouffre. Mais son influence a des limites lorsque des haines existentielles sont déchaînées. Si les missiles continuent de voler, et si le pétrole cesse de circuler, nous pourrions voir la Chine contrainte d'adopter une posture plus agressive et plus active dans la région pour protéger ses intérêts, introduisant ainsi une autre superpuissance dans un chaudron de conflit déjà débordant. Nous sommes en territoire inconnu, les garde-fous ont été arrachés, les hypothèses qui maintenaient la paix, aussi fragiles fut-elle, se sont révélées fausses de la manière la plus violente qu'on puisse imaginer. Les prochaines 72 heures dicteront le cours de l'histoire pour les décennies à venir. Les ordres qui sont en train d'être rédigés, les cibles qui sont en train d'être sélectionnées, les décisions qui sont prises dans des salles que nous ne verrons jamais, décideront si cet incendie est contenu ou s'il consume toute la région. L'illusion de la sécurité a disparu. Voilà la réalité du monde moderne. Un monde où la pression d'un bouton à des milliers de kilomètres peut instantanément nous entraîner tous dans l'abîme. Ne détournez pas le regard, ne les laissez pas aseptiser cela pour vous. La guerre que tout le monde craignait de voir éclater un jour n'est plus un exercice théorique. Elle est arrivée. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.